Et notre invité politique ce matin, c'est Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand. Bonjour Christelle. Bonjour. Du groupe La Dépêche. On commence avec ce qui s'est passé hier à Béthune et cette réunion entre ministres, syndicats, direction et élus pour tenter de sauver les 863 emplois de l'usine Bridgestone. Est-ce que vous dites que le gouvernement fait ce qu'il faut sur ce dossier ? Le problème du gouvernement, c'est qu'il a accéléré une politique qui tourne le dos à la préservation de l'emploi. C'est ça le problème de fond. Donc c'est un peu les pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'après, ils arrivent sur les sites, ont des larmes de crocodile pour expliquer que c'est une catastrophe. Il y a des délocalisations et des entreprises qui font des profits et qui bénéficient d'aides publiques, parce que c'est ça qui est particulièrement scandaleux dans ce cas-là, comme dans beaucoup d'autres cas, c'est que la manne du CICE, l'impôt crédit recherche, si vous voulez, les entreprises ont bien engrangé. Et pour autant, cela ne les empêche absolument pas de fermer des usines comme Bridgestone, qui avait sa seule entreprise française de pneus à Béthune. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter... Il faut changer radicalement de politique publique. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette logique où on pense que la compétitivité, c'est le sésame, ce que fait le gouvernement. Et à partir de cette compétitivité, on donne aux entreprises des milliards sans aucune contrepartie en matière à la fois de préservation de l'emploi, c'est-à-dire d'enjeux sociaux importants et qui touchent aussi des territoires. Parce que vous le voyez bien à Béthune, il y a ces familles qui sont elles-mêmes jetées dans la précarité et potentiellement dans la pauvreté. Mais vous voyez bien que sur des territoires comme Béthune, c'est en chaîne. Ça veut dire qu'il faut que l'État ait un droit de regard sur la manière de gérer les entreprises. Voilà, et aussi des contreparties en matière environnementale. Ce sont, à mon avis, les deux clés si on veut agir sur l'économie et pas simplement être des spectateurs et ensuite venir, parce qu'aujourd'hui, quel est le choix ? C'est encore de mettre de l'argent public pour essayer de sauver les emplois. Et qu'est-ce qu'on fait face à des entreprises privées comme Bridgestone ? Vous savez qu'en France, comme dans d'autres pays, il existe des réglementations et ça s'appelle la loi. Voilà. On vit en République, il y a la loi. Donc la loi, elle doit organiser la vie sociale. Et donc, certes, il y a en France et dans l'économie que nous connaissons de la propriété privée, des intérêts privés, mais ils n'ont pas tout pouvoir. Et ils ne doivent pas avoir tout pouvoir sur des entreprises. Et par ailleurs, je pense que le pouvoir des salariés dans l'entreprise est un enjeu majeur pour une nouvelle République. Parce que qui décide de jouer comme ça avec les entreprises? On ferme ici, on ouvre ailleurs, on profite du confinement pour certaines entreprises et de la crise du Covid pour quelque part accélérer des plans sociaux, c'est ce qui se passe. Et quand vous voyez la liste de toutes les entreprises qui ont touché des milliards, des millions, parfois... Donc vous appelez les salariés à reprendre le pouvoir dans les entreprises, les organisations syndicales Mais c'est pas que je les appelle, c'est que j'appelle l'État à organiser les choses différemment, de telle sorte que les salariés aient du pouvoir dans l'entreprise et de telle sorte que les aides publiques cessent, qu'on arrête de donner tant d'argent à des entreprises qui licencient alors que une forme de cogestion bien parfois, avec les et en plus après après c'est une catastrophe. Regardez aujourd'hui Sanofi. Sanofi qui, pourtant, en 2018, a fait des profits assez faramineux et qui, probablement, dans la période que nous traversons, peut continuer à espérer gagner de l'argent. Vous croyez que ça les arrête? Non, on y va. Plans sociaux. Donc là, sur des secteurs comme le médicament, où normalement, il devrait y avoir une maîtrise publique. Bon. Vous êtes d'accord avec la proposition de Laurent Berger qui dit qu'il faut que maintenant l'argent qui va venir via le plan de relance soit aussi co-géré par les salariés, par les élus du personnel, tous les cas qu'il y ait un droit de regard sur la manière dont il est utilisé. Bien sûr, il faut un droit de regard sur l'argent public qui arrive, mais il faut un droit de regard aussi sur on ferme ou on ferme pas. Vous vous rendez compte que pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte que peut-être qu'on allait avoir une pénurie de Doliprane en France. Parce que cette logique de délocalisation et de jeu, en fait. Vous avez d'ailleurs, à Bridgestone, comme ailleurs, comme à Auchan, comme à Nokia, comme dans toutes ces entreprises qui licencient aujourd'hui, vous savez que la décision est prise par des gens que les salariés eux-mêmes ne voient pas. C'est ça le capitalisme financiarisé. Et on ferme, et on réouvre ici, et on joue avec le dumping social, c'est-à-dire le fameux prétendu coût du travail. Mais le travail n'est pas un coût. Le travail, c'est ce qui permet de produire de la richesse. Donc on a inversé, voyez-vous, les normes et quelque part, on n'est plus capable de se protéger et d'avoir une vision pour que la production corresponde aux besoins.
C'est aussi ça le défi contemporain. C'est-à-dire qu'on arrive à produire des choses dont on a besoin. Or là, on produit des choses dont on n'a pas besoin et de plus en plus, comme vous pouvez le remarquer, en créant des besoins. On l'a vu avec la 5G qui pose toute une série de problèmes de cette nature, je crois. Vraiment, c'est de se demander, est-ce que cette nouvelle technologie doit être la priorité? Est-ce que on continue à permettre le développement d'entreprises sur lesquelles on n'a pas de maîtrise française, puisque ce sont les Chinois ou les Américains qui vont développer ces technologies? Donc, vous voyez, c'est des questions géostratégiques, c'est des questions évidemment d'emploi, et ce sont aussi des questions environnementales et qui concernent le développement des territoires. Excusez-moi, je parle beaucoup des territoires parce que vous savez que on a vraiment un problème aujourd'hui. Vous avez des lieux totalement désertés des grandes entreprises ou des moyennes entreprises et qui sont en train de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. Et comme en plus les services publics s'en vont, vous voyez bien qu'on touche à des choses qui sont terribles pour la vie des gens. Après, et le mouvement des Gilets jaunes, il s'est aussi niché là-dedans. Après le grand débat, justement, Emmanuel Macron a tenté de réimplanter des services publics. On voit une réorganisation du service des impôts, notamment dans les territoires. Ça ne fonctionne pas. Pardonnez-moi, c'est une plaisanterie. La Macronie n'a qu'une obsession, c'est de diminuer partout l'emprise des services publics. Parce que la réduction des dépenses publiques, vous croyez que c'est quoi? C'est moins d'argent pour tout, moins d'argent pour les hôpitaux, moins d'argent pour l'école, moins d'argent pour la justice. C'est ça qui se passe, moins d'argent pour la recherche, puisqu'aujourd'hui, on entame le débat sur la loi recherche à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que quand Jean Castex à l'Assemblée nationale parle des territoires, pour vous, ce sont que des paroles et Mais je ne sais pas de quoi il parle. Je ne comprends pas. Ce sont des mots parce qu'il a bien vu qu'il y avait encore une fois le mouvement des Gilets jaunes qui a mis en lumière justement cette façon de développer les territoires, c'est-à-dire qui concentre à certains endroits les richesses et qui, à d'autres endroits, laisse totalement désert la possibilité même de ce que je peux appeler le droit à la ville. Le droit à la ville, ça veut dire d'être dans un endroit partout en France où on peut avoir accès justement à des hôpitaux de proximité, à des commerces aussi de proximité. Parce que vous savez qu'il y a tout cela qui osent. Je veux dire, Renault, Air France, ils ont eu 12 milliards de prêts, 12 milliards de prêts de l'État. Et on y va, on donne. Et qu'est-ce qu'ils prévoient? 12 000 suppressions d'emplois. Bon, faut quand même qu'on s'entende, c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible de vivre comme ça. Et en même temps, moi, la petite boutique qui est en bas de ma permanence et qui vend des chaussures et des vêtements dont on a bien besoin parce que à Villepinte, voyez-vous, on est dans le nord de la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité, va mettre la clé sous la porte parce que les prêts donnés par l'État, ils ne fonctionnent que pour la partie des petites et des toutes petites et moyennes entreprises qui sont finalement déjà à flot. Donc si vous étiez limite avant le confinement, ne croyez pas que vous allez bénéficier du soutien de l'État. En revanche, des grands groupes, eux, vont être sauvés et en même temps qu'ils sont, entre guillemets, sauvés, en profitent pour mettre la clé sous la porte de certaines entreprises ou pour en tout cas se séparer de salariés. Le sommet, c'est quand même la famille Muliez avec Auchan. Vous avez vu quand même que Auchan, qui a profité, elle, en revanche, du confinement, puisqu'on est allé davantage dans les hypermarchés, que fait la famille Muliez? Elle rachète Alinéa, qui était dans son giron, et en profite d'une certaine manière pour éponger les dettes et faire un plan social et se séparer de salariés. C'est quand même formidable, ce système. Et ce système, c'est quoi? C'est un système qui a été mis en place par des lois, par des choix politiques de gouvernements successifs. Successifs, ça date pas d'il y a 3 ans, mais ça a été accéléré depuis 3 ans. Et ce sont des décennies de politique néolibérale, bien appuyées par l'Union européenne, qui montrent aujourd'hui toute leur vacuité. Enfin, non seulement leur vacuité, mais leur dimension tragique. Parce que là, on arrive dans le tragique. Les plans sociaux, j'en ai des listes, là, vous voyez, General Electric, je ne sais plus où les mettre, à faire des listes comme Bridgestone. Et il risque de s'allonger. Et ça risque de s'allonger. Et l'État essaie plus il y a de mots, c'est une espèce d'inflation, voyez-vous, de la communication. Mais oui, on est là, on vient, on se déplace. Et moins il y a de capacité de l'État à agir. Et en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la puissance publique retrouve sa capacité d'agir et qu'on ne laisse pas sur le bord de la route tous ces salariés qui travaillent et qui produisent des choses qui peuvent être utiles pour le pays. Et si on pense que ça n'est pas utile pour le pays, on accompagne les reconversions.
Mais ça, l'État n'est pas stratège et ne sait pas organiser ça. On va parler de cette crise sanitaire et des nouvelles mesures territorialisées qui ont été annoncées hier à Lyon, à Toulouse. Et dans le même temps, aujourd'hui, un allègement du protocole dans les écoles. Un élève considéré positif, ses camarades pourront continuer à revenir en classe. Désormais, il faudra 3 cas positifs pour fermer une classe. Est-ce que c'est une décision opportune, cet allègement du protocole dans les écoles ? Je pense que celui-ci me paraît logique. Voilà, je n'ai pas toutes les informations, mais de ce que je peux lire et comprendre, il me semble raisonnable d'agir comme ça dans l'école, parce que les enfants, on l'apprend au fur et à mesure, ne sont pas très contagieux et ne développent pas de façon grave la maladie quand ils l'ont. Après, il faut protéger les enseignants, ça c'est clair. La priorité, c'est de maintenir ces enfants à l'école. Vous venez d'un département où à la rentrée, il manquait 4000 enfants dans les classes. Vous savez que ce chiffre est faux. Alors, permettez-moi d'en profiter. Puisque vous me posez la question, je suis obligée de vous répondre et je suis assez en colère sur ce sujet. Allez-y. Bon. C'est une information qui a été donnée par le recteur de l'académie au moment de la rentrée devant scolaire. Les parlementaires. Voilà. La presse a largement repris. Et il y aurait eu un espèce de microclimat en Seine-Saint-Denis, bien sûr, parce qu'en Seine-Saint-Denis, les parents ne seraient pas suffisamment républicains et auraient renoncé à mettre leurs enfants à l'école. Il se trouve que ce chiffre est faux. Voilà. Donc vous attendons ce chiffre du recteur. C'est pas que je le conteste, c'est eux qui nous ont dit qu'il était faux, et c'est ce que j'ai pu dans les jours suivants observer. C'est l'académie. Je l'ai vu. C'est l'académie qui vous a dit que c'était faux ? Bien sûr. À Sevran, à Villeparisis. Moi, je prends les villes de la circonscription que je représente, donc immédiatement je me retourne vers Sevran, vers Tremblay, les maires avec lesquels je travaille, et ils ne constatent pas. Ils ne constatent pas cela. Donc, il semblerait. Vous avez faire un pointage pour savoir à peu près combien. Écoutez, vous vous rendez compte, moi, quand je suis sortie de la Réunion, j'étais abasourdie. Comment se fait-il ? Et nulle part ailleurs en France, on ne constate un tel décrochage, alors qu'il n'y ait qu'un décrochage physique, concret. Donc, moi, j'étais abasourdie. Or, il se trouve que ces chiffres étaient basés sur une mauvaise estimation du rectorat. Rectorat qui, d'ailleurs, à sa rentrée, était totalement amputé. Il manquait dans les postes de direction un certain nombre de cadres qui ont été mutés et qui n'étaient pas remplacés. Non, mais c'est aussi ça la réalité en Seine-Saint-Denis. On attend le correctif. C'est pour ça que je n'ai pas fait à ce jour de communiqué pour en parler. J'attendais que le recteur le fasse. Il m'a promis de faire un rectificatif précis, pointé. Mais vous croyez que quand il y aura le rectificatif, on va avoir tout ce qu'on a eu dans la presse et dans les médias pour nous dire la réalité en Seine-Saint-Denis? Non, il reste une trace qui est une trace de stigmatisation. Et je dis, faisons très attention à la façon dont on regarde notre département. Et en réalité, moi, ce que je constate, c'est que les parents sont très attachés à l'école et très inquiets de la façon dont l'école ne tourne pas aussi rond qu'elle le devrait. Et c'est une inquiétude véritablement des parents. Donc, puisque vous me posez la question, vous faites bien. Je rectifie, mais je n'ai pas le chiffre précis. En l'occurrence, et nous l'attendons. Et vous faites bien de nous annoncer de pied ferme avec le recteur. Mais autant vous dire que je suis assez en colère de la stigmatisation qui a pu être rendue pour le département. Mélenchon a dit que le gouvernement a dénoncé une préparation du gouvernement face à la deuxième vague de contamination. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que la France insoumise aurait fait au pouvoir pour préparer cette seconde vague ? Alors, d'abord, comme pour la première, tout l'enjeu, c'est d'être capable d'organiser, d'anticiper. On l'a vu avec les masques. Oui. Alors, c'est même une anticipation antérieure, puisque quand on a détruit les masques, c'est qu'on est tellement dans le temps court et dans la réduction des budgets publics qu'on n'est même plus capable de prévoir qu'il peut y avoir une crise sanitaire. C'est pareil pour le nombre de lits en réanimation. Si vous faites un nombre de lits qui correspond à ce qui se passe en temps normal, vous êtes incapable on a un nombre de masques de faire face à une crise. Mais maintenant, c'est les tests. Après la crise des masques, pendant la première phase, maintenant, nous avons le crash sur les tests. 7 jours pour avoir un résultat. Des queues à n'en plus finir. Là, tout le monde a des témoignages autour de nous. Visiblement. D'organisation. Parce que, par exemple, vous savez que les vétérinaires pourraient faire ce type de test. Bon, c'est pas organisé. Tout est à volo. Donc c'est préoccupant. C'est très préoccupant parce que on se demande si on va pas avoir un deuxième confinement. Or, un deuxième confinement aurait des conséquences sociales, économiques, psychologiques aussi très importantes. Donc il faut espérer
Mais l'espoir ne suffit pas. Il faudrait avoir un gouvernement qui soit capable d'être sérieux dans la gestion des choses. Et moi, je suis assez atterrée, en fait, de voir à quel point ce gouvernement ne sait pas, finalement, organiser les choses. Et ça a été vrai pendant le confinement, et c'est vrai aujourd'hui, notamment avec les tests, ou aussi les masques gratuits que nous avions demandé. Mais quand je vois à chaque fois que je vais acheter moi-même des masques en pharmacie, le prix des masques, je me dis comment voulez-vous que les gens se protègent correctement? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Autre sujet, Clémentine Autain, c'est la 5G qui fait débat en ce moment. Hier, à votre place, on avait Cédric O, le secrétaire d'État à la transition numérique, qui nous a dit non à un moratoire. On va discuter avec les élus, mais on ne changera pas notre calendrier. Il y aura un déploiement de la 5G. Vous vous attendiez à autre chose? Alors, j'ai posé la question au gouvernement la semaine dernière. C'est Cédric O qui m'a répondu, ou plutôt pas répondu, puisque j'ai posé 3 arguments pour qu'on prenne le temps sur la 5G. Qu'on prenne le temps de réfléchir. C'est normal d'avoir un débat démocratique sur ce sujet. Premier point, c'est bien sûr la question environnementale. Ça a un coût environnemental. Il ne m'a pas répondu sur ce point. Question géostratégique. Je l'ai dit tout à l'heure. On développe une technologie qui va être utilisée par les Chinois et les Américains d'abord. Bon, ça se réfléchit de savoir si on fait comme ça. Et enfin, vous savez qu'en France, vous avez des gens qui n'ont pas accès à la 4G, ni même à la 3G. Et que la fibre est très difficile à obtenir pour beaucoup de foyers. Donc, est-ce que la priorité, c'est pas d'essayer d'investir de telle sorte que déjà le maillage soit le plus... Alors, il nous dit que ça ne changera rien au déploiement de la fibre. Mais c'est faux. Et que le calendrier sera tenu sur la fibre. Bon, sur la fibre, effectivement, on peut dire c'est autre chose. Sur la 4G, non. Le rapport entre la 4G et la 5G, vous savez, c'est des histoires de voix, c'est technique, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Et il ne m'a répondu que sur une question que je ne lui avais pas posée, que la question sanitaire. De savoir est-ce que les ondes, c'est dangereux ou ce n'est pas dangereux. Bon, il semble que ce ne soit pas dangereux. Il faut toujours vérifier, mais voilà. Mais il ne m'a répondu sur aucun des 3 autres points que je lui ai posés. D'ailleurs, vous avez vu qu'hier... Vous avez vu qu'hier, hier soir, au bureau politique de La République En Marche, il s'est fait tacler par un de ses collègues qui lui a dit qu'il espérait que sa prise de parole soit plus brillante que sa réponse sur la 5G. Sur le fait qu'il refuse un moratoire, rapidement? Je pense que c'est une faute. C'est une faute sur le plan démocratique. Vous savez que la Convention citoyenne qu'a mise en place Emmanuel Macron, pour dire, et d'ailleurs ils en parlent encore, ils disent on va demander à la Convention citoyenne. Mais à quoi ça sert de demander à la Convention citoyenne si quand elle donne un résultat, c'est-à-dire sur la 5G, elle veut le moratoire, on lui dit non merci, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un vrai problème démocratique. Un dernier mot de politique pure, Clémentine Autain, pour terminer. Les Verts ont rencontré plusieurs victoires lors des élections municipales. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait légitime à mener un peu la coalition de la gauche aux élections présidentielles? Où en sont vos discussions et comment vous voyez s'organiser les choses en vue de 2022? Moi, il me semble qu'au sein des gauches et des écologistes, aujourd'hui, personne ne peut prétendre à l'hégémonie, c'est-à-dire à être en tête, à dominer. Je ne le crois pas. Vous regardez les résultats aux différentes élections, on n'est plus du tout dans le temps où on avait, par exemple, un parti socialiste dominant à gauche de façon extrêmement forte et où, quelque part, vous aviez des aiguillons qui venaient ensuite permettre ou non une coalition. On n'en est plus du tout là, je crois. Donc, il faut maintenant travailler sur le fond, parce que avant de savoir qui peut emmener, il faudrait déjà savoir emmener où. Et ce travail-là n'est pas encore mené à son terme. On est en train de se parler. On l'a vu aux universités d'été des uns et des autres. On a vu Éric Piolle accueilli à la France Insoumise. Oui. Moi, j'étais à Europe Écologie Les Verts. Enfin, si vous voulez, ça circule. On se parle. Et il faut aussi affronter les questions qui fâchent. Parce que c'est en affrontant les questions qui fâchent que nous pouvons imaginer trouver des solutions. C'est quoi les questions qui fâchent? Et il le faut. Sur l'Union européenne, elle fâche. En tout cas, nous n'avons pas forcément les mêmes cultures. Je pense à l'Union européenne, je pense à des enjeux sur la République. Il y en a d'autres. Même sur la 5G. Vous voyez, sur la 5G et d'autres débats qui concernent l'écologie et la façon dont elle impacte ce qu'on appelle la tradition du mouvement ouvrier. Et il y a un nouveau tout qui se cherche. Moi, je pense qu'on va le trouver. Je pense qu'on va le trouver, mais on ne peut le trouver qu'à la condition que personne dise c'est derrière moi.
Si une des forces, une des sensibilités dit allez hop, tout le monde derrière moi et je vais être hégémonique et vous allez marcher au pas, ça ne fonctionnera pas. Quand vous entendez le maire de Bordeaux ou celui de Lyon faire les déclarations qu'ils ont fait la semaine dernière, est-ce que vous vous dites qu'il va y avoir problème, il va y avoir Lesquelles? Vous pensez à quelles déclarations? Sapin de Noël par exemple à Bordeaux. Non, mais on va pas quand même ça, le Tour de France oui, pour le maire de Lyon. Enfin, est-ce que vous voyez bien que ça crispe? Ça peut crisper, mais enfin, vous voyez bien que si on pense projet politique pour gouverner la France, je vous assure, ça ne tient pas à un sapin de Noël. Vraiment. Vraiment. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Clémentine Autain d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Christelle Bertrand, on va voir la une de la dépêche du midi. Maltraitance dans un EHPAD de l'Aveyron. Le scandale